On va démarrer tranquille. L'idée aujourd'hui, c'est de répondre à quelques questions qui m'ont été posées. J'espère avoir le temps de répondre au moins à 2, 3, 4 questions. La première question qui m'avait été posée, c'est par rapport à ma propre dépendance affective. Donc, comment est-ce que j'en étais sortie ? Il y avait une question sur l'abandon aussi, la peur de l'abandon. Et puis voilà, si vous avez des questions en cours de route, surtout n'hésitez pas à les poser. Je prendrai le temps d'y répondre. On va démarrer dans le vif du sujet. Du coup, pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je suis thérapeute et coach. Je suis spécialisée dans la dépendance affective. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée là. Moi, j'ai vécu une dépendance affective pendant plus d'une trentaine d'années, même après mes 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 39 ans. Et ça se manifestait par des formes de dépression, une addiction à l'alcool dont j'avais déjà un petit peu parlé, par des attentes qui n'étaient jamais assouvies. Assez par des comportements moi-même toxiques qui attiraient également des personnes qui pouvaient l'être, donc des relations assez tumultueuses, on va dire. J'avais beaucoup de pensées de dévalorisation. Je m'aimais pas, j'avais pas confiance en moi. Et surtout, j'avais très très peu d'estime de moi. En fait, ce qui est assez paradoxal, et peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans, c'est que à l'extérieur, je dégageais quelque chose de très positif. J'étais très souriante, je parlais avec les gens, je dégageais pas mal de confiance. J'étais très à l'aise dans mon tout premier métier, mon tout premier travail, les premières années après mes études. Et après, au fil du temps, j'ai laissé en fait cette part de moi intérieure assez sombre. C'est pas que je l'ai laissée d'ailleurs, c'est qu'elle a pris un petit peu le dessus sur moi. Mais la part extérieure était quand même assez joyeuse. Et j'ai fait des études de yoga pour changer un petit peu de direction. Et à travers en fait mes premiers accompagnements en yoga individuel, j'ai découvert en fait le pouvoir de la thérapie, du coaching. Et donc je me suis formée à l'accompagnement individuel, au coaching, à la thérapie, notamment à la libération émotionnelle. Et j'ai commencé à accompagner des personnes sur plein de sujets différents. Et puis, assez naturellement, je me suis spécialisée dans la dépendance affective parce que c'est un sujet que je connaissais très très bien. Et sur lequel j'avais déjà beaucoup travaillé. Et j'ai fait une espèce de condensé des meilleures méthodes qui à mon sens fonctionnaient sur moi et sur d'autres personnes. J'ai fait ce qu'on appelle un test and learn, donc j'ai testé plusieurs choses et puis j'ai validé ce qui fonctionnait, j'ai retiré ce qui ne fonctionnait pas. Et aujourd'hui donc j'accompagne spécifiquement les femmes, j'ai accompagné des hommes aussi, mais plus spécifiquement les femmes, donc sur toutes ces problématiques de dépendance affective et tous les troubles émotionnels qui peuvent y être associés, notamment les dépendances, la dépression, voilà. Et alors, comment est-ce que moi j'en suis sortie pour répondre à cette première question ? En fait, c'est pas un bouton sur lequel on appuie et qui permet de s'en sortir. J'ai pas eu une révélation un jour. Mais en fait, c'est un travail, on va dire, continu et plusieurs steps, donc plusieurs pour le coup révélations. La toute première révélation, de manière assez paradoxale peut-être pour certaines d'entre vous. Salut Vanessa. La première révélation que j'ai eue, qui m'a vraiment beaucoup aidée, c'est la relation que j'avais avec un homme qui était pervers narcissique. Alors c'est un terme qui est un peu galvaudé, qu'on emploie à tout va. Je vous invite à vous renseigner vraiment sur cette notion de pervers narcissique si vous avez des doutes ou voilà, si vous entendez ça à tort et à travers. Il y a une vidéo de Fabien Olicard qui est très bien faite sur le sujet qui explique vraiment ce que c'est.
Donc pervers et perverse narcissique, masculin, féminin. Et donc voilà, une relation amoureuse de 3 ans avec cet homme-là. Et en fait, c'est à la fois le choc de réaliser vraiment que c'était ça correspondait vraiment à la définition. Mais c'est surtout, en réalité, et j'en parle très souvent, la prise de responsabilité. Donc le fait de me rendre compte que j'avais, avec tout ce vide que j'avais à l'intérieur de moi, ce manque d'estime, j'ai donné toutes les billes à cet homme. Je lui ai donné les clés de mon bonheur et je lui ai dit vas-y YOLO, fais ce que tu veux. Et en fait, voilà, ça a duré 3 ans et je suis sortie de cette relation où je savais encore moins qui j'étais. J'avais l'impression d'être vraiment annihilée, c'est vraiment le mot qui vient, genre vraiment détruite de l'intérieur. Et cette prise de responsabilité qui est venue, en fait, les deux sont venus de manière assez rapide. Prise de conscience, donc d'être vraiment tombée sur quelqu'un d'assez malveillant, et prise de conscience que ça faisait aussi partie de ma responsabilité, c'était pas que lui. On est 2 dans une relation et on veut être à 2 dans cette relation, donc quand j'ai réalisé ça, en fait, j'ai compris que je récupérais aussi mon pouvoir, parce que si j'étais capable de dire ok, je me suis lancée dans cette relation pour telle et telle raison, je suis restée dans cette relation pour telle et telle raison, du coup je vais être capable de dire ça et ça, je n'en veux plus. C'est-à-dire le fait de remettre les clés de mon bonheur, de ma vie, entre les mains de quelqu'un d'autre, c'est terminé. Le fait de dire je ne suis pas capable d'être seule, c'est terminé. Donc ça veut pas dire que c'est pas parce que je prends la décision du jour au lendemain que ça fonctionne, mais du coup j'ai utilisé des méthodes pour que ça puisse fonctionner. Donc voilà, ça c'était vraiment la grande prise de conscience, la première. Ensuite, il y a eu un travail assez profond qui a été fait au niveau émotionnel, au niveau de la libération émotionnelle. Pleurer, se mettre en colère, on sait toutes ce que c'est, surtout quand on vit de la dépendance affective. Il y a cette espèce de notion d'hypersensibilité qui ressort. Pour moi, c'est pas vraiment de l'hypersensibilité, c'est juste une sensibilité qui n'a peut-être pas été exprimée ou peut-être entendue. Et donc, il y avait un travail vraiment très profond au niveau des émotions à faire. Ce travail, je l'ai fait, il a été très difficile parce qu'il faut aller chercher dans le passé, il faut revenir sur des choses sur lesquelles on n'a pas forcément envie de revenir. Mais ce travail, il a changé énormément de choses pour moi, vraiment dans ma vie de manière générale, parce qu'en fait on va traiter énormément de choses à travers ce travail émotionnel, notamment ce besoin de contrôle, cette résistance à ce que l'on vit. Ça passe aussi par ce travail émotionnel. Et moi qui étais quelqu'un qui était un petit peu dans le contrôle de tout, et dans la dépendance affective, ça pouvait aussi se manifester par un tempérament effectivement très jaloux, très possessive, très exclusive, etc. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire. On va mettre un petit cœur. Mais voilà, donc de faire ce travail émotionnel qui pour moi est essentiel et fait absolument partie de la thérapie, c'était une vraie libération, et ça tombe bien parce que c'est vraiment ce qu'on appelle la libération émotionnelle. Et petite parenthèse sur ce sujet, ou même grande parenthèse, dans le sens où je reçois aussi des personnes qui ont déjà fait un travail sur la dépendance affective, mais qui ont fait un coaching sur la dépendance affective. C'est super parce que ça vient travailler sur des choses très concrètes. Mais le problème du coaching, c'est qu'on reste aussi beaucoup dans le mental et que on comprend les choses intellectuellement, on sait très bien comment ça fonctionne, on a pris conscience d'un paquet de trucs. Et après,
on répète encore les mêmes comportements. On a beau se dire que c'est pas très grave ce qu'on vit ou ce qu'on ressent. On a beau se dire que c'est normal, qu'il faut l'accepter. On a beau, je sais pas, faire des exercices de respiration, faire toutes les techniques de coaching qu'on a pu apprendre. Ça suffit pas. Et pourquoi ça suffit pas ? Quelle est la limite à ça ? C'est parce que il n'y a pas de travail profond émotionnel qui a été fait derrière. Et quand je dis travail profond émotionnel, je parle d'un vrai protocole qui est mis en place de A à Z pour accompagner vraiment à libérer les émotions et à décristalliser la blessure qui a été cristallisée du coup. Donc voilà, il y a eu ce travail-là. Et ensuite, une autre prise de conscience qui m'a vraiment aidée à passer un step au-dessus, c'est le fait de sortir de ce truc de pourquoi il m'arrive ça alors que j'ai déjà travaillé dessus. Pourquoi est-ce que je vis ça ? Pourquoi est-ce que je répète encore des schémas alors que j'ai déjà fait un travail dessus ? Et en fait, ça, c'est être encore dans la résistance. Et quand on en est là, ça veut dire qu'il y a encore un travail émotionnel qui doit être fait. Parce que là, ce que je vous décris, c'est pas vraiment des étapes à suivre les unes après les autres. C'est un truc cyclique. Donc, quand on commence un travail émotionnel, on se dit « Ok, c'est bon, ça y est, je sais pas, je me suis débarrassée de ma blessure d'abandon, par exemple. » Parce que j'ai traité le problème originel de ma blessure d'abandon, je sais pourquoi. Et puis, je suis allée vraiment au bout de ce travail. Je suis allée voir la petite fille qui a été blessée. Je l'ai fait s'exprimer, etc. Et on se dit, mais pourquoi, du coup, là, de nouveau, je tombe sur un mec qui me lâche alors que tout allait bien. En fait, je suis sortie de cette résistance à ça parce qu'en fait, c'est normal que ça arrive. Plus je vais résister à ça, plus je vais manifester des expériences qui vont me ramener encore à ça. À partir du moment où je lâche ce truc de « Ok, j'ai travaillé dessus, mais peut-être que il y avait quelque chose que j'avais pas vu, que j'avais pas identifié, et peut-être que je vais aller voir ce que c'est. » Plutôt que de dire « Mais putain, mais j'ai déjà fait ça. Alors, c'est bon, je veux plus d'expérience d'abandon. J'ai traité ma blessure de trahison, je ne vais plus jamais être trahi de ma vie. C'est terminé. Plus jamais personne ne va me mentir. » Maintenant, ça marche pas comme ça, en fait. Donc, quand j'ai eu cette prise de conscience-là, ça m'a aussi vachement aidée. Et le dernier truc, qui est finalement assez récent, c'est que j'ai arrêté de vouloir absolument... Ça, c'est vraiment le dernier truc, pour le coup, qui m'a fait passer un autre cap. J'ai arrêté de vouloir absolument sortir de ma dépendance affective. C'est-à-dire que quand on cherche à sortir de sa dépendance affective, comme de n'importe quel autre trouble d'ailleurs, quand on cherche à se sortir de quelque chose, on crée finalement la situation dans laquelle on est et on devient la personne qui cherche à se sortir de quelque chose. Mais on peut devenir cette personne pendant des années. Ça peut durer très longtemps à être cette personne qui cherche à en sortir. Et j'ai juste arrêté de vouloir absolument en sortir. J'ai lâché de nouvelles résistances par rapport aux résistances dont j'ai parlé juste avant. J'ai lâché de nouvelles résistances et j'ai dit vas-y, on va juste vivre maintenant, on va accueillir les expériences comme elles viennent et on verra. Je sais pas si ça vous parle, dites-le moi, n'hésitez pas à me le dire. Je regarde vos commentaires en même temps, désolée. Travail émotionnel me parle beaucoup. Oui, pour moi, Jessica, comme je disais, c'est vraiment... c'est pour ça que pour moi, la thérapie et le coaching, elles sont hyper complémentaires et que je me suis formée sur les deux parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Il y en a plein qui disent pas la peine de retourner dans le passé. Moi, je pense qu'il faut retourner dans le passé. En tout cas, d'un point de vue empirique, expérimental, tout ce que j'ai pu faire sur moi et sur toutes les personnes que j'ai accompagnées sur ces 3 dernières années, vraiment ça a montré des résultats et je sais que le travail émotionnel il est
évidemment en partie responsable. Sinon, on est pour moi sur un truc à 360, c'est-à-dire que on est 90% mental, 90% cœur, émotion, 90% corps, de passer vraiment par le corps. Et pour ça, les études de yoga que j'ai faites, elles sont très 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 précieuses. Et 90% énergétique, spirituel, on va dire. Je regarde les questions et si j'ai rien oublié. Oui, un petit détail sur ce dernier point de j'ai arrêté de vouloir absolument sortir de ma dépendance affective. Évidemment qu'en fait ça, c'est possible uniquement quand on a déjà commencé le travail et qu'on a déjà passé certains steps dans le travail. S'il n'y a pas du tout de travail émotionnel qui a été fait et s'il n'y a pas de prise de responsabilité, évidemment que c'est pas possible de déjà se dire en fait c'est bon, je ne suis pas en dépendance affective ou je n'ai pas à sortir de ma dépendance affective. Évidemment que non. Donc ça a du sens uniquement quand on a fait un travail suffisant et qu'on se dit mais là je comprends pas, je suis bloquée encore. Je suis bloquée, j'ai levé un peu ces résistances de ok, j'ai déjà travaillé dessus, j'accepte qu'il y ait des trucs encore qui se répètent, je continue. C'est un peu pour moi le dernier stade qui vient au bout de, je vais pas vous mentir, ça prend plusieurs années. Alors le protocole que j'ai créé, il se fait en quelques mois, mais on s'en sort pas encore une fois, en appuyant sur un bouton, en disant ok, avant j'étais comme ça, dans 2 mois je serai la personne que je rêvais d'être. D'ailleurs, ce truc-là, faut arrêter. En fait, j'ai aussi arrêté, j'ai jamais vraiment cherché ça, mais je déteste ce truc d'être la meilleure personne possible. Parce que d'être la meilleure version de soi, c'est ça, mais c'est pareil, la meilleure personne possible, c'est pareil. En fait, ça, pour moi, c'est un truc ultra culpabilisant. Et c'est quand on manque fort d'estime de soi, et c'est beaucoup le cas dans la dépendance affective, pour moi, ça vient vraiment encore plus grignoter l'estime de soi. Parce qu'en fait, on est dans l'attente d'un espèce d'idéal. Et on est encore dans ce travail de « je suis en train de »,« je vais vers ». Mais non, en fait, peut-être que vous l'êtes déjà. Et pour moi, c'est vraiment... D'ailleurs, j'avais fait un post là-dessus, genre arrêtez de vouloir être la meilleure version de vous-même, acceptez la pire, et en fait, tout ira très bien. Et en fait, c'est très caricatural, mais c'est un peu ça pour moi, c'est-à-dire que arrêtez de vouloir absolument être une bonne personne, arrêtez de vouloir absolument être la meilleure version, parce que ce qui déconne dans la dépendance affective, c'est précisément le fait que on ne sait pas s'accepter comme on est. On passe son temps à se dévaloriser, se dénigrer, se juger, se remettre en question. Donc en fait, on recrée le truc en cherchant la meilleure version de soi. En acceptant la pire, si je caricature, on sort de ça. Et en fait, étonnamment, quand on accepte la pire, parce que je pars du principe que quand même, de manière générale, l'être humain est plutôt bon naturellement, on va dire. Il ne n'est pas mauvais. Contrairement à ce que raconte Caroline Goldman, psychologue. Si vous avez des enfants, n'écoutez pas ce que dit Caroline Goldman. Pour moi, l'homme est naturellement bon. Et donc, si j'accepte la pire version de moi, je ne vais pas commencer à faire les pires trucs. Je ne vais pas commencer à mettre en pratique mes pires démons. Je vais juste accepter en fait qu'ils soient là et je vais composer avec ça et en fait ils vont rester dans un coin et ils vont pas venir me solliciter. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase de Thomas Dansbourg qui dit « Ce à quoi je résiste persiste ». Ben voilà, c'est exactement ça. Alors, la deuxième question, alors si vous avez des questions, je regarde juste s'il y a des petites questions. Je réalise... Je me permets de lire, du coup, je réalise après plusieurs années que je souffre de dépendance affective, je suis en couple, mais la dépendance me fait accepter mes comportements non violents, mais des remarques.
Ouais, en fait, la dépendance affective, elle se limite pas évidemment aux personnes qui sont célibataires. Elle touche aussi les personnes en couple de manière totalement différente. Donc il y a d'autres approches à mener. Mais effectivement, elle peut générer beaucoup de souffrance aussi. Je sais pas par où commencer. Sonia, là, je te dirais de rester avec nous et d'écouter la suite. Et j'ai ouvert des nouveaux créneaux pour les rendez-vous, les premiers rendez-vous. C'est un rendez-vous qui dure à peu près 30 minutes et l'idée c'est d'écouter un petit peu quelles sont vos souffrances, de comprendre un petit peu ce que vous vivez et de voir comment est-ce que moi je peux vous aider en vous proposant dès ce rendez-vous un plan d'action que vous êtes libre, vous, après de mettre en place. Et je vous donne aussi un exercice concret qui va être adapté à votre situation, qui va vraiment pouvoir vous aider au quotidien. Voilà, je te dirais de commencer par là. Je regarde les petits. Ouais, Marie-Claire, t'as raison. Le temps au temps. C'est compliqué de vouloir être parfaite. Je parle en connaissance de cause. Mais ouais, en fait, ne cherchons pas à être parfaite. Cherchons juste à nous accepter. Vraiment, pour moi, c'est la base d'énormément de choses. Vouloir être parfaite, c'est une quête sans fin. C'est fatigant. C'est désespérant. Et pour moi, ça ne nous mène pas à un mieux-être. Mais en fait, c'est un peu comme la quête du bonheur, finalement. Toujours chercher le bonheur, on reste dans cet état de chercher le bonheur. Mais du coup, on le trouve jamais. Et voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Alors, la deuxième question, c'était comment ne plus avoir peur de l'abandon. Pour moi, il y a... Alors, si vous avez vu le premier live que j'ai fait, qui est encore dans les trucs sur Insta, là, il y avait une question un peu comme ça, mais qui était plus comment sortir de la dépendance affective. Mais c'est un petit peu pareil, parce que la peur de l'abandon, évidemment, elle est inhérente à la dépendance affective. Et les comportements de la dépendance affective, les symptômes, entre guillemets, sont inhérents à cette blessure de l'abandon. Mais je vais donner pour moi 5 grandes lignes, 5 grandes étapes vraiment. La première, c'est se désidentifier de notre blessure d'abandon. C'est-à-dire, quand on a une blessure d'abandon, on est la personne abandonnée. Et donc, on va continuer d'être abandonné, quoi qu'il arrive. On est vraiment identifié à ce caractère, à ce personnage de la personne qui est systématiquement abandonnée. Et en fait, l'abandon, il fait partie de vous, il fait partie de votre histoire. Il a été un peu le fil rouge peut-être de votre vie, que ce soit au niveau familial, au niveau amoureux, au niveau amical. Il fait partie de votre vie, il fait partie de votre histoire, mais il ne vous détermine pas. Il ne vous identifie pas, c'est pas le bon mot, ça va pas dans le bon sens. Mais vous n'êtes pas que ça, vous n'êtes pas que une personne abandonnée. Vous n'êtes pas que une personne maltraitée, dévalorisée. Vous êtes bien plus grand que ça. Donc pour moi, la première chose à faire, c'est de se désidentifier de ce personnage, de la personne qui a été abandonnée, ou même de la dépendante affective. C'est génial de prendre conscience de sa dépendance affective. C'est vraiment le premier step, évidemment, tout le monde va vous le dire, vous trouverez ça partout, vous demandez à ChatGPT, à Google, il va vous dire, première étape pour sortir de la dépendance affective, en prendre conscience. Oui, et même, d'ailleurs, même moi j'en parle dans l'e-book où je vous dis, alors c'est pas en prendre conscience, là pour le coup c'est vraiment assumer. Ouais, je suis en dépendance affective. Ouais, j'ai un problème. C'est la première étape. Mais ça veut pas dire que c'est mon identité. C'est une partie de moi. Ok, maintenant qu'est-ce que j'en fais ? Et pour moi, la deuxième étape, entre guillemets, pour sortir de cette peur de l'abandon, mais de n'importe quelle autre peur d'ailleurs, et de n'importe quel autre trouble, ça va être de réparer cette part de soi. C'est-à-dire que dans la blessure d'abandon, comme dans la blessure de trahison, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, etc., pour moi, il y a une faille qui est liée à l'enfance. C'est pour ça que je vous disais, avec moi, vous allez retourner dans le passé à un moment donné.
je vous le dis tout de suite. Il y a une faille dans l'enfance. Et cette faille, elle est réparable. Et il va falloir aller réparer cette faille et nourrir cette part qui a besoin d'amour, cette part qui a été abandonnée en vous. Et ça, pour moi, c'est le cœur du travail émotionnel. Maintenant, troisième chose pour moi, qui va plutôt être de l'ordre du coaching pour le coup, c'est d'aller en fait nourrir l'ancrage qu'on commence à construire avec le travail qu'on est en train de faire. C'est-à-dire nourrir en fait le lien qu'on a à soi. Quand on a une blessure d'abandon, quand on a peur d'être abandonné, en fait, qu'est-ce qui se passe derrière ? C'est juste qu'on a peur d'être seul. On a peur de se retrouver seul parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas capable d'être seul. On a l'impression qu'on n'est pas capable de gérer les trucs seul, de passer du temps seul, de faire même n'importe quoi, de sortir, ça peut même aller jusqu'à peur de faire ses courses toute seule, peur de je sais pas, de prendre la voiture seule, peu importe. Mais en fait, on manque de confiance en soi. Et recréer l'ancrage et le lien à soi, qui va passer et par le corps et par effectivement du coaching mental, et qui va être sublimé, je veux dire, j'ai envie de dire plutôt, sublimé par le travail émotionnel. Pour moi, c'est essentiel. Et revenir au fait que la relation avec soi, elle est primordiale. On est la personne, c'est un peu débile et c'est probablement une citation de je sais pas qui, mais on est la personne avec qui on passe le plus de temps en fait. Donc c'est bien que ça se passe bien. C'est mieux si ça se passe bien avec nous-mêmes. Et pour travailler sur cette blessure d'abandon, pour moi, c'est vraiment essentiel de recréer le lien à soi. Je crois que j'en suis à 3 étapes. Je vais juste regarder mes notes parce que j'ai un petit doute. Oui. Accepter d'avoir peur. On revient un petit peu à cette pire version de soi, c'est-à-dire que parfois on confond le lien d'attachement et la dépendance affective. Le lien d'attachement, il est naturel et il est normal chez tous les êtres humains. On a besoin d'avoir un lien avec les autres. On a besoin d'être en interaction avec les autres, c'est normal. Maintenant, il y a des attachements qui sont sains, qui sont sécures, et des attachements qui ne le sont pas. Dans la dépendance affective, on est clairement sur un attachement qui n'est pas sécure et qui n'est pas sain. Mais il faut savoir que... pardon, je me fais rire parce que je ne sais pas pourquoi j'ai dit de cette manière très, très solennelle, mais il faut vraiment savoir qu'il est possible d'avoir un attachement sain et sécure à l'autre. Et en fait, accepter la peur de perdre l'autre, la peur d'être abandonné, fait partie du processus. C'est normal en fait d'avoir peur d'être abandonné par un homme qu'on aime et avec qui on a passé une partie de sa vie. C'est normal d'avoir peur de se retrouver seul quand on n'a jamais vraiment fait l'expérience d'être seul et de passer du temps avec soi. Donc l'idée, c'est vraiment de dédramatiser la chose. C'est de voir que, bah oui, on a peur, mais cette peur, déjà, elle a une raison d'être. Elle nous envoie un message. Quel est le message qu'il y a derrière ? Quel est le besoin qui n'est pas satisfait derrière ? Et derrière ça, comment est-ce que je peux satisfaire le besoin une fois que je l'ai trouvé ? Voilà les petits steps que je voulais vous donner. Et je voulais vous donner un bonus, mais du coup, j'ai oublié ce que c'était. Oui, je reviens un petit peu à cette histoire de contrôle et de besoin de contrôle dans la dépendance affective comme dans plein d'autres troubles. Il y a effectivement cette idée de contrôler, de besoin de contrôler les choses. Et je vous parlais tout à l'heure de la possessivité, de l'exclusivité, mais en fait ça va au-delà de ça. Et en fait ce besoin de contrôle il se traite évidemment avec la thérapie, le coaching, mais en fait il se traite aussi
tout simplement par l'action. C'est-à-dire apprendre petit à petit à lâcher le contrôle sur des petites choses. Ça peut être demander l'heure à quelqu'un dans la rue, par exemple. Non, j'ai un meilleur exemple. Ça, c'est un très bon exercice pour l'estime de soi. C'est demander une explication à quelqu'un. Donc, dire un truc, avouer qu'on n'a pas compris un truc. Ça peut être un vrai truc qu'on n'a pas compris ou ça peut être juste un jeu. Donc, faire semblant de ne pas avoir compris quelque chose et demander à quelqu'un de nous expliquer. Et quand la personne nous a expliqué, on lui demande de répéter parce qu'on n'a pas compris. Et en fait, là, on est en train de lâcher le contrôle sur quel est le regard de l'autre sur moi. Est-ce que l'autre va me juger? Est-ce que l'autre va me trouver stupide? Est-ce qu'il va s'énerver? Et en fait, on se met face à des réactions. On se met face à des émotions. Les émotions d'autrui qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler les émotions d'autrui. Et du coup, comme on ne peut pas les contrôler, souvent on les évite. Et c'est un peu... Il y avait une question qui était... j'ai peur de quitter mon conjoint parce que j'ai peur de lui faire du mal. Mais en fait, on ne peut pas contrôler les émotions des autres. On peut pas tout contrôler de manière générale. Donc cet exercice, il est super parce que en fait, il a 1000 avantages et notamment cette idée que ce jeu de je ne peux pas contrôler et surtout là je suis en train de me mettre en danger parce que quand on est en dépendance affective ou quand on n'a pas d'estime de soi tout simplement, pardon, je lisais ton message Vanessa, bonne nuit Vanessa. Quand on n'a pas d'estime de soi, ça y est, j'ai perdu ce que je voulais dire. C'est pas grave. Si vous retrouvez le fil de ce que j'ai dit, dites-le moi. Mais vraiment, c'est un très bon exercice que je vous invite à faire et à refaire jusqu'à ce que, en fait, ça devienne, peu importe comment va réagir l'autre, peu importe ce que peut penser l'autre, parce que au-delà de la réaction, ce qui peut vous gêner, c'est simplement qu'est-ce que va penser l'autre? Est-ce qu'il va penser que je suis bête? Est-ce qu'il va penser que je comprends rien? Et finalement, est-ce que c'est si grave? Est-ce qu'il y a mort d'homme? Est-ce que vous vous êtes décomposé? Au pire, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez peut-être rougir, vous allez peut-être trembler, vous allez peut-être avoir une crise de larmes après parce que c'était un petit peu émouvant. Et ben, c'était des émotions qui devaient sortir en fait. Et c'est génial de faire ce genre de truc. Donc vraiment, pour moi, c'est l'action. Je regarde les questions. Alors, je regarde si vous avez d'autres questions. Avec plaisir, Julie. Parce qu'en plus, je crois que ces commentaires, ils disparaissent après. Donc, je les vois pas. Donc, je suis désolée. Mais du coup, j'essaie de pas louper ce que vous me dites. Je crois que je cherche à être parfaite pour mon compagnon. J'ai même l'impression que ça me rend heureuse. J'ai du boulot. T'inquiète, Jessica. Même si on nous complimente en disant qu'on est bien, on ne le croit pas quand même. Oui, c'est-à-dire que ça vous parle ça aussi? C'est Marie-Claire qui nous dit ça. Oui, quand on nous fait des compliments, si de toute façon on n'est pas d'accord avec ce qui se dit, si de toute façon on pense qu'on n'est pas joli, que notre corps est pas comme ci, pas comme ça, si on pense qu'on est bête, peu importe ce que les gens vont dire en fait. Et du coup l'inverse est très juste aussi, c'est-à-dire que quand on prend confiance en soi, quand on a suffisamment travaillé sur toutes ces blessures et qu'on sait où on est. Ça veut pas dire qu'on est parfait, qu'on est très intelligent, qu'on est magnifique, etc. Ça veut dire qu'on sait exactement où on est. Bah là aussi, finalement, peu importe ce que pensent les autres. Puisque de toute façon, quand t'es pas bien et quand tu penses du mal de toi, quand tu te dévalorises, tu t'en fous de ce que disent les autres parce que de toute façon, tu les crois pas. Bah dis-toi que c'est exactement la même chose quand tu vas bien
et quand tu connais ta valeur. J'aime pas trop dire ça parce que j'aime pas ces expressions un peu qui fourre-tout, connais ta valeur, etc. Mais quand tu sais qui tu es et que tu acceptes un peu toutes ces parts de toi, bah là aussi tu t'en fous de ce que pensent les autres. Et pour moi, c'est important de pas oublier que si tu t'en fous de ce que... des compliments qu'on te fait, enfin c'est pas que tu t'en fous, mais si tu n'es pas sensible à ces compliments, et si même ça te met plus mal à l'aise qu'autre chose, c'est que t'es capable de faire fi des remarques des autres. C'est que t'es capable de faire fi des jugements des autres. C'est que t'es capable de les balayer d'un revers de la main. Donc, si tu les balayes quand c'est positif, balaye-les aussi quand c'est négatif, en fait. C'était ça là où je voulais en venir. Il nous reste un petit peu de temps. Je vais... Oui. Il y avait une question qui était: pourquoi je tombe sur des hommes qui ne veulent pas s'engager avec moi et pourquoi les autres ne m'intéressent pas? C'est une question très intéressante parce que c'est une question qui revient beaucoup pour les personnes qui sont célibataires. Et en fait, pour moi, la réponse, elle est assez simple, mais elle est un peu dure. C'est-à-dire que si tu tombes sur des hommes qui ne veulent pas s'engager avec toi, c'est parce que ta sécurité, elle est dans les hommes qui ne veulent pas s'engager avec toi. Si tu n'es pas intéressé par des hommes qui vont peut-être essayer de te séduire ou qui sont en recherche d'une relation stable, tu vas te dire que c'est parce que c'est pas les bonnes personnes ou parce qu'ils sont trop gentils ou peu importe. J'avais fait une conférence il y a 2 ans ou il y a 1 an sur pourquoi les femmes préfèrent les connards. Si je la retrouve quelque part et que vous voulez l'écouter, je vous la donnerai. Mais je reviens sur mon fil. Si tu n'es pas intéressé par des hommes qui veulent s'engager, c'est parce que ton insécurité, elle est là. Donc, paradoxalement, ta sécurité, elle est dans les hommes qui ne s'engagent pas. Et ton insécurité, elle est dans les hommes qui s'intéressent à toi et qui veulent s'engager. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la question qu'il faut se poser, c'est de quoi j'ai peur en fait? Qu'est-ce que je gagne à sortir avec des hommes qui ne veulent pas s'engager? Qu'est-ce que je gagne? Et ce qu'il y a derrière, il peut y avoir plein de choses. Mais par exemple, il peut y avoir la peur soi-même de s'engager. Il peut y avoir la peur de reproduire une histoire d'amour qui s'est mal terminée. Il peut y avoir, très simplement, la peur de souffrir en fait. De pas être à la hauteur dans la relation. Il peut y avoir tout ça derrière. Donc, de manière générale, que ce soit sur ce schéma répétitif ou sur d'autres schémas répétitifs, si vous identifiez des schémas comme ça, il y a 2 questions à vous poser. La première, c'est: qu'est-ce que je gagne à rester dans ce schéma? Donc vraiment de le voir comme ça, de s'interroger. Alors évidemment tout ça c'est inconscient, hein. C'est pour ça que ça vaut la peine de se poser la question pour essayer de faire sortir ça au niveau de la conscience. Mais la sécurité, toi t'as l'impression que ta sécurité... Ouh, j'ai ma lumière qui fait des petits... On a des petits copains avec nous ce soir. Ta sécurité consciente, elle est dans: je veux trouver un homme qui veut s'engager avec moi. Mais ta sécurité inconsciente, donc ton inconscient qui cherche à te protéger, dit: non, moi je veux pas d'hommes qui veulent s'engager avec moi. Parce qu'en fait, je vais souffrir, je vais pas être à la hauteur, il va me quitter, ça va mal se passer. Voilà, donc de manière générale, voilà, la première question à vous poser, c'est vraiment qu'est-ce que vous avez à gagner? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous auriez peur de perdre? Et ça, j'en ai parlé dans le dernier live. Qu'est-ce que vous auriez peur de perdre si
si vous sortiez de cette zone-là. Si vous rencontriez un jour un mec qui vous plaît et qui vous dit « mais moi en fait j'ai envie de m'engager avec toi ». Petite histoire personnelle, quand j'ai rencontré l'homme avec qui je vis et avec qui on est en train de construire une famille, j'ai eu un moment, et si Elodie tu es encore là, c'est une petite dédicace, j'ai eu un moment de flip énorme parce que je me suis dit mais en fait c'est trop bien, c'est-à-dire que là le mec c'est la liste au Père Noël, il coche toutes les cases, ça se passe trop bien et en fait j'allais pas bien. Mais c'est pas j'allais pas bien dans j'ai peur de le perdre ou je sais pas quoi, c'est juste je sais pas, j'étais pas heureuse et je m'en voulais, j'avais l'impression que j'arrivais pas à profiter de ce cadeau de la vie. Et j'en parle à ma copine Elodie, elle me dit mais Émilie est-ce que t'as le droit d'être heureuse? Donc voilà, ça venait vraiment me chercher sur cette... J'avais tellement construit une grande partie de mon existence sur ma sécurité inconsciente, c'est d'être rejetée, c'est d'être abandonnée, c'est de vivre des relations conflictuelles, que lorsque un schéma positif arrive, on peut être un petit peu dérouté. Voilà. On arrive sur la fin, je regarde si vous avez des questions. J'ai réalisé hier que j'étais dans le contrôle en demandant à mon mec de faire certaines choses. Ouais, alors... C'est très difficile en couple, mais c'est un excellent terrain de jeu, le couple, sur ça. Parce qu'effectivement, c'est très facile de vouloir contrôler, surtout quand on est une femme, son homme. Sauf que quand on va contrôler son homme, après, en contrepartie, on va vouloir un mec qui prend des décisions, qui prend des initiatives, qui gère le truc. En fait, on peut pas à la fois essayer de contrôler son mec et lui dire il faut que tu sois comme ci, comme ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, et dire... Et de l'autre côté, se plaindre de je gère tout, je m'occupe de tout, j'ai besoin que tu t'occupes un peu plus des choses, etc. Donc il faut lui laisser l'espace d'être dans son masculin, on va dire, et d'être vraiment dans son énergie où il peut amener ce qu'il amène en tant qu'homme, à la fois dans son énergie masculine et juste en tant que personne. Effectivement, ça passe par lâcher le contrôle. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais du coup, j'ai expliqué un petit peu ce soir comment on pouvait faire ça. La peur de souffrir à nouveau est la source de ma recherche de contrôle. Ben oui, en fait, encore une fois, c'est toujours pareil, il y a Caradoc qui gratte à la porte. Il y a toujours un truc derrière, en fait. Ce qui est important de voir, c'est quel est le besoin derrière, comment est-ce que je peux le nourrir et comment est-ce que je peux le nourrir seule, en fait. Ce besoin de, par exemple, là, de ne plus souffrir, la peur de souffrir. Donc, c'est... voilà, j'espère que ça, c'est clair. Je ne suis pas sûre de pouvoir balayer les avis négatifs ou positifs. Mais si, Marie-Claire, tu peux. Tu peux, t'es là. Ok, Elodie. Super. Bon, écoutez les filles, on arrive à 20h45, donc je vais vous laisser aller dîner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous souhaite une super soirée. Je vous rappelle qu'il y a des créneaux qui se sont ouverts, donc le samedi matin et le mercredi après-midi. Il y a quelques créneaux dans la semaine ouverts pour des rendez-vous dans lesquels on va parler de vous. Je vais vraiment vous écouter sur vos souffrances et voir comment est-ce que je peux vous aider, comment est-ce que juste déjà avec un plan d'action concret personnalisé vous pouvez avancer sur ces sujets, ou comment est-ce que vous avez peut-être besoin d'être accompagné sur certains de ces sujets. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Ciao, ciao.